Bonsoir, lundi 19 mars, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'informations locales sur TV 78 avec le 7-8 journal. Tout de suite, les titres de cette actualité, de cette édition. Un service pionnier en Ile-de-France. Depuis début janvier, la communauté de communes Gallimauldre a lancé Flexigo. C'est un réseau de bus à la demande qui emmène les voyageurs vers les gares et autres arrêts du territoire. Un mode de transport qui facilite les déplacements en zone rurale. 3000 restaurants sur les 5 continents pour le plus grand dîner français du monde. Goût de France 2018 se tient mercredi. Cette opération a pour but de fêter la cuisine tricolore faite de produits frais et du terroir. Dans les Yvelines, le restaurant étoilé Gordon Ramsay participe à cet événement. Nous recevons son chef Frédéric Larquemin. Enfin, la 10e édition de l'Éco-Trail de Paris était au programme ce dimanche. 81 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Une arrivée au premier étage de la Tour Eiffel. Les 2500 participants ont dû composer avec une météo compliquée. Et puis, autre invité de ce journal, David Landez, représentant du groupe de travail Cantine Bio à la Sauce Régale, l'association qui propose une réunion publique ce mercredi à Guyancourt à propos des cantines bio et locales. C'est à suivre dans ce journal. C'est donc une première en Ile-de-France, un service de bus à la demande. Il a été mis en place depuis début janvier pour les habitants de la communauté de communes Gallimauldre, qui comprend notamment la commune de Saint-Nom-la-Bretèche. Un dispositif pour permettre de se déplacer plus facilement en zone rurale. Reportage de Camille Lambert. Depuis janvier, de nouveaux véhicules ont fait leur apparition dans la plaine de Versailles. Un mode de transport d'un nouveau genre, un service de bus à la demande. Certains le testent pour la première fois. Je viens de tester ce matin à 9h30. J'avais pris l'application il y a plusieurs semaines que ça. J'avais un déjeuner sur Paris, donc je l'ai testé, c'est assez pratique. Moi qui suis à Marie-Sommeau, en général j'ai ma voiture. Là, je prends pas la voiture. J'ai voulu tester, je prends le Flexigo, c'est vrai que c'est simple. Flexigo emmène les voyageurs de la communauté de communes de Gallimauldre vers les gares ou les autres arrêts du territoire. Pour réserver son trajet, site internet, application mobile ou par téléphone, un dispositif qui répond à un véritable besoin pour cette zone rurale. Déjà 370 voyages ont été réalisés. La première préoccupation, le premier souhait, la première demande des habitants et des usagers, c'est effectivement d'avoir des moyens de transport qui soient meilleurs que ceux qui existaient. C'est grâce effectivement aussi à Île-de-France Mobilité, qui est le nouveau nom du STIF, et donc à la région Île-de-France, qui maintenant véritablement aide la Grande Couronne. La région qui finance aux 2/3 ce nouveau dispositif, le premier en Île-de-France. Au total, environ 1 million d'euros par an sont investis pour cette expérience, un concept qui pourrait arriver dans d'autres territoires. Politique, il appelle à l'unité de la gauche. Benoît Hamon s'est exprimé dans une interview à nos confrères du journal du dimanche. Le fondateur du mouvement Génération cible particulièrement Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon lui demande à lui et son parti de la France Insoumise d'abandonner leur stratégie solitaire. L'ancien candidat à la présidentielle a également indiqué qu'il sera dans la rue ce jeudi pour la grève des cheminots et des fonctionnaires. Et 1200 exposants et 3000 auteurs présents sur 3 jours. Le Salon du Livre s'est terminé aujourd'hui à Paris. Comme tous les ans, de nombreux Yvelinois étaient présents, notamment des maisons d'édition indépendantes. Une occasion rêvée pour rencontrer un nouveau public et élargir leur réseau. Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. Se faire une place parmi les grands et si possible se faire connaître au-delà des Yvelines. À côté des Flammarion, Grasset ou Robert Laffont, au Salon du Livre, les maisons d'édition indépendantes sont aussi présentes. Elles sont un peu plus de 700 en Ile-de-France. Parmi elles, Zinedi, créé il y a 15 ans à Montigny-le-Bretonneux et qui publie tous les ans 6 ou 7 romans. On échange avec les gens qui passent et qui s'arrêtent devant nos livres et on peut leur parler de nos livres, ils parlent de leur goût de lecture, etc. C'est aussi très intéressant d'un point de vue professionnel pour échanger avec les confrères. On ne va pas avoir une foule qui va se battre pour se faire signer votre ouvrage, mais c'est bien parce que ça permet de rencontrer du monde aussi ou de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Profiter de la notoriété du salon et de ses opportunités, c'est également l'ambition des éditions versaillaises Il Adore. À quelques livres de là, sa directrice bénéficie elle aussi du stand mis à disposition par la région Île-de-France. 400 mètres carrés pour rencontrer un public inhabituel, porteur d'un autre regard. Je rencontre le public qui dit « Ah bon, oui,
mais j'aime pas la couverture. Ça peut arriver, on peut se tromper. On a l'occasion de parler, donc d'améliorer aussi notre travail. En moyenne, chaque année, les Français dépensent 116 € dans leur budget livre pour un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros. Une manne financière dont profite largement l'Île-de-France. La région accapare à elle toute seule un tiers de cette somme. 150 pays participants répartis sur 5 continents. La 4e édition de Goût de France se tient ce mercredi. C'est au lendemain de la Journée internationale de la francophonie. Et l'événement célèbre la cuisine française à travers le monde. 3000 restaurants proposeront des menus spéciaux pour l'occasion, dont le restaurant du Trianon Palace à Versailles. Bonsoir Frédéric Larquemin. Bonsoir. Vous êtes le chef de ce restaurant, le Gordon Ramsay au Trianon, un restaurant étoilé donc de cet hôtel versaillais. Quand on parle de cuisine à la française, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on parle d'une cuisine d'exception, une cuisine reconnue à travers le monde? Oui, exactement. C'est une cuisine qui est très reconnue dans le monde. Cet événement a été démarré avec presque 1500 chefs. Cette année, il y a 3000 chefs qui veulent y participer. L'année prochaine, ce sera peut-être 4000. Donc c'est l'importance de la cuisine française dans le monde. On peut le voir comme ça. Un grand chef d'ailleurs à l'origine de cet événement, c'est Alain Ducasse. Exactement. C'est un partenariat avec donc Alain Ducasse qui a démarré Goût de France avec le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est une très bonne démarche et qui a beaucoup de succès. Il est tout à fait normal pour vous que cette cuisine française soit célébrée à travers le monde? Je trouve que oui, c'est vrai que tout le monde a ses cultures différentes dans le monde entier au niveau de la gastronomie. La gastronomie française, elle a été créée sur plusieurs siècles, d'où l'importance de ce métier maintenant. On voit qu'il y a une expertise vraiment au niveau des produits, de nos producteurs, des éleveurs, le respect du produit, toutes les sauces aussi sont vraiment c'est une histoire qui est très, très riche. Et voilà, donc maintenant, c'est vrai que ça déteint beaucoup sur le monde entier et ce n'est que du bon pour nous, quoi. Est-ce que aussi toute la cuisine française a sa place selon vous? On voit que plusieurs établissements participent à cet événement, de la haute gastronomie, comme c'est le cas au Gordon Ramsay au Trianon, jusqu'à la cuisine française de bistrot. Elle a toute sa place, ouais, cette cuisine française? Complètement. Il faut bien manger partout. Il en faut pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles aussi, hein. Donc le but, c'est de faire bon. C'est pas parce qu'on paye plus cher que c'est meilleur. Donc voilà, ça c'est important. La cuisine française, on peut la manger partout et dans toutes les gammes de restaurants. Alors un Goût de France 2018 forcément amer, quelques semaines après la disparition de Paul Bocuse. Quel héritage a-t-il laissé selon vous à la cuisine française? Un héritage énorme, de pouvoir lancer Goût de France. C'est des hommes comme Monsieur Paul, justement, qui ont pu nous pousser à faire justement un événement comme ça. Lui rendre hommage cette année, c'est vraiment une belle preuve de respect qu'on peut avoir pour lui. Tout le monde l'a croisé au moins une fois et cette fois-ci, on va tous le remercier sur une de ses spécialités dans nos menus. Ça sera donc au programme de C'est au programme, on aura deux plats qui sortent justement des cuisines de Paul Bocuse. On va avoir l'occasion justement de parler de ce menu que vous proposerez. Déjà pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, le style Frédéric Larquemin, c'est quoi? Style Frédéric Larquemin, moi déjà c'est une cuisine de gourmandise, de ma jeunesse, une cuisine de mes parents, de mes grands-parents, de mon parcours aussi, parce que j'ai aussi pas mal voyagé. Et c'est l'émotion que j'ai eue en apprenant derrière de grands chefs. Maintenant, c'est une émotion que je veux mettre dans ma cuisine pour que les clients puissent le ressentir aussi. Alors vous le dites, vous avez côtoyé de grands chefs, vous avez été formé à l'école Grégoire Ferrandi, vous avez travaillé aux côtés des chefs Henri Charvet, Michel Bourdin, Gordon Ramsay, Alain Ducasse. Comment vous êtes tombé dans la cuisine? D'où vous vient cette passion de la cuisine? Voilà, la gourmandise. La gourmandise, ouais. Déjà, de toujours bien manger. C'est vrai que j'ai eu une éducation où c'était des heures précises à table, toujours entrée, plat, fromage, dessert. Toujours en famille, c'était pas une cantine, oui. Donc il fallait vraiment manger en famille et après le goût des bonnes choses, le goût du terroir et puis aussi de commencer à toucher à 2-3 cocottes et ensuite
se lancer dans le métier. C'était un plaisir. Alors depuis novembre 2016, vous êtes le chef exécutif du Gordon Ramsay au Trianon. La recette du succès, c'est quoi? C'est la rigueur avant tout? Rigueur, patience, passion. Et voilà, c'est un long marathon auquel il faut s'accrocher. Mais c'est un très beau métier. Et travailler au Trianon Palace, on le sait, dans le cadre du parc du château de Versailles, dans le cadre finalement de l'histoire française, est-ce que c'est des conditions exceptionnelles pour exercer la cuisine? Complètement. On a eu, je pense, une des cuisines les plus confortables de la région parisienne. Nous avons la même vue que nos clients sur les jardins du château de Versailles. Le Trianon Palace offre des terrasses incroyables en belle saison, donc c'est très demandé. Les gens passent vraiment de bons moments. On a le restaurant La Véranda, nous avons donc le restaurant Gordon Ramsay au Trianon, bar-galerie, donc c'est vrai qu'on a tout pour passer un bon moment, quoi. Dernière chose, le menu, forcément, on va terminer en mettant l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. Quel menu vous allez concocter pour cet événement Goût de France? On va commencer par, pour rendre hommage à Monsieur Bocuse, on aura un gratin d'écrevisse façon Fernand Point, qui était son mentor dans les années 50. D'accord. Nous allons avoir riz de veau. Pour commencer, on aura des Saint-Jacques. Après, on aura une volaille de chez Tauzin, façon Albufera. On va avoir un vieux comté aussi, hors d'âge, exceptionnel. Et puis un somptueux vacherin aussi, fait par notre chef pâtissier Eddy Benganem. Et pour plus d'informations sur cet événement Goût de France 2018 ou sur également le restaurant Gordon Ramsay au Trianon, vous pouvez vous rendre sur les 2 sites internet qui s'affichent en bas de l'écran. Avant de vous laisser partir, Frédéric Larquement, on parle dans un instant avec un autre invité d'une réunion publique ce mercredi à Guyancourt pour des cantines bio et locales à Guyancourt. Proposer des produits bio, locaux, vous en tant que chef, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous toucher? Est-ce que c'est une initiative intéressante? Oui, c'est très important, autant pour nous les restaurateurs, les écoles. Je pense que c'est les premiers établissements qui doivent bien manger, parce que c'est les enfants de tout le monde. Donc si on peut mettre en avant les produits bio, locaux, c'est bien pour les enfants et c'est bien aussi pour nos producteurs dans les Yvelines. Merci Frédéric Larquemin d'avoir été avec nous, chef exécutif du Gordon Ramsay au Trianon. Et le bio et le local, c'est dans un instant sur TV78. Alors juste avant, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillera dans 10 jours en piste pour l'emploi. Pendant 12 heures, les participants vont pouvoir rencontrer des employeurs mais aussi échanger avec des entreprises ou encore s'informer sur les différents organismes de formation. Une conférence de presse avait lieu ce midi au Ski Cube à Guyancourt. Aurélie Ronze était sur place. 200 entreprises et près de 2000 offres d'emploi. Voici ce qui vous attend le 29 mars prochain au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. En piste pour l'emploi proposera plusieurs espaces dédiés au recrutement et à la formation. Un événement qui se veut novateur. C'est un moment très pédagogique pour un demandeur d'emploi, mais en même temps très activateur puisqu'il est directement en rapport avec près de 200 entreprises qui sont à sa disposition toute une journée pendant 12 heures. Avec un taux de chômage de 7,2% au dernier trimestre 2017, le département des Yvelines affiche une situation plutôt favorable par rapport au reste de la France. Néanmoins, la part des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de 2 ans continue à augmenter. Premier observateur de cette tendance, Pôle emploi, qui sera présent lors de l'événement. Nous avons d'ailleurs des conseillers Pôle emploi qui animeront tout au long de la journée, mais nous aurons également des conseillers Pôle emploi qui vont accompagner leurs demandeurs d'emploi, notamment parmi les porteurs de l'accompagnement intensif jeunes, et qui viendront effectivement accompagner les publics tout au long de cette journée vraiment enrichissante. Le numérique tiendra également une place importante lors de ce rendez-vous. Information, animation, mais aussi job dating attendent les futurs participants. Donc ils s'inscrivent, ils regardent et l'intérêt c'est que les chefs d'entreprise vont regarder les CV. Donc il y a déjà une présélection qui sera faite par rapport à un certain nombre de critères. Ça c'est important. Et puis il y a également les gens qui veulent venir sans inscription. Objectif pour Saint-Quentin en Yvelines, que chacun puisse trouver le 29 mars un emploi durable.
Un nouvel invité m'a rejoint en plateau, David Landès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Sauce Régale, vous êtes le représentant du groupe de travail Cantine Bio au sein de cette association, également parent d'élèves Guyancourtois. Alors ce mercredi, vous proposez une réunion publique des cantines bio et locales à Guyancourt. C'est possible, c'est le titre de cette réunion publique, c'est à 20h30. Déjà, avant de parler de cette réunion publique, un mot peut-être sur l'association, la Sauce Régale. Elle œuvre pour une agriculture saine et durable. Voilà, l'association Régale est une association guyancourtoise plutôt jeune, ça fait 2 ans qu'elle existe et elle est organisée selon divers pôles, notamment une partie visible qui sont les groupes de circuits courts, comme une AMAP qui nous fournit des légumes chaque semaine avec un maraîcher qui travaille sur Manille-les-Hameaux, et une épicerie participative qui est aussi implantée sur le quartier du Pont du Routoir, qui permet au plus grand nombre de bénéficier de produits bio ou locaux, ou idéalement les deux. Une autre partie de l'association est organisée en groupe de travail, notamment les cantines bio qui m'intéressent plus particulièrement, et d'autres groupes qui sont par exemple travaillent sur la préservation des terres agricoles qui existe encore sur Guyancourt. Donc plusieurs thématiques au sein de cette association. Alors Cette réunion publique de mercredi, elle se fait dans le cadre d'une campagne qui est menée par la Sauce Régale, qui s'appelle Relocalisons Guyancourt. C'est quoi cette campagne et quels sont les objectifs d'une telle campagne, Relocalisons Guyancourt? Alors, c'est notre deuxième campagne. L'année dernière, on a travaillé sur l'autonomie alimentaire, notamment par la MAP et par l'épicerie, qui nous a mené à recenser environ 200 familles qui travaillent à leur autonomie alimentaire, sortir un petit peu de la grande distribution et se réapproprier la façon de s'alimenter. On continue sur la relocalisation de Guyancourt, sur toutes les initiatives qui peuvent nous permettre de diminuer notre empreinte écologique sur notre environnement et au mieux sur notre environnement direct. Alors ce chiffre, 86% des Français sont favorables à l'introduction d'aliments bio et locaux dans la restauration collective publique. Alors c'est d'après un dernier sondage IFOP. Pourquoi, à votre avis, accorde-t-on plus d'importance aujourd'hui à ces thématiques, le bio, le local? Pourquoi c'est devenu important ces dernières années, selon vous? Alors, ces dernières années, beaucoup d'études sont sorties sur l'impact des pesticides sur notre santé. Dans l'agriculture conventionnelle, on retrouve très régulièrement des résidus de pesticides, donc souvent à faible dose, mais qui sont considérés aussi comme perturbateurs endocriniens et qui peuvent avoir des impacts sur notre santé à long terme. Donc pour nous, tout ce qui peut diminuer cet impact est important, notamment sur les enfants qui sont une population fragile. En tant que papa de 2 enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur de leur fournir une alimentation saine, et notamment aussi par le biais des cantines scolaires. Et pourtant, au-delà d'actions comme la Sauce Régale, d'actions d'associations comme la Sauce Régale, on a l'impression que les choses avancent pas encore assez vite. Comment on l'explique aussi que les collectivités peut-être n'aillent pas plus vite sur le sujet du bio et du local? Alors souvent, ce qui est mis en avant, c'est le coût du bio. Effectivement, un produit bio coûte plus cher qu'un produit conventionnel pour plusieurs raisons. Vu qu'on n'utilise pas de produits insecticides ou de produits herbicides chimiques, l'impact de l'homme sur la culture est beaucoup plus important et nécessite plus de main-d'œuvre. Ça, c'est l'un des poncifs qu'on peut entendre sur le bio, le fait que ça coûte plus cher que l'agriculture plus traditionnelle. Ça, c'est des poncifs qui vont être déconstruits, notamment à cette réunion publique mercredi. Voilà. On ne peut pas considérer juste le prix du produit en lui-même. Il faut savoir que sur un repas de cantine scolaire, le coût des matières premières, ce qui nous intéresse, c'est 15 à 20% du coût total du repas. Donc quand on parle d'un repas plus cher, ça va être de l'ordre du 10, 20, 30 centimes plus cher. Et il existe de nombreux moyens de réduire l'impact de ce surcoût, notamment par un travail sur le gaspillage alimentaire, qui est très important globalement et en cantine scolaire. Il faut savoir que, par exemple, pour une cantine en école primaire, en moyenne en France, 70 grammes de nourriture sont jetés à chaque repas. Et c'est une proportion qui augmente même en lycée, qui arrive jusqu'à 150 grammes de gaspillés par repas. Donc rien qu'en travaillant sur ce surcoût, il y a des communes, je pense notamment à la commune de Moinsartou, dans le sud-est de la France, qui en travaillant sur le gaspillage alimentaire a réussi à absorber complètement et même à réduire le coût de son repas. Concrètement aujourd'hui, mettre du bio et du local dans les assiettes des élèves, qu'est-ce que ça changerait concrètement? Vous parliez tout à l'heure de la réduction de l'empreinte qu'on peut avoir sur cette planète. C'est l'une des pistes qui peuvent changer, qui peuvent changer les choses, de mettre le bio et le local dans les assiettes. C'est une chose qui peut absolument avoir un gros impact.
Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. je me Oui, qu'est-ce que ça changerait concrètement, selon vous, de mettre du bio la diminution de l'empreinte, oui, vous en disiez la diminution de l'empreinte écologique. Oui. La diminution de l'influence des perturbateurs endocriniens et des pesticides sur nos enfants. Voilà, la préservation de la santé par l'alimentation, l'éducation, une alimentation différente, comme moyen de réduction du coût du repas. On a parlé du gaspillage alimentaire. On peut aussi travailler par exemple sur la diminution des protéines animales, des portions de viande qui peuvent être remplacées par des protéines végétales. Ça aussi, c'est une piste importante de réduction du coût du repas. C'est vraiment un travail global et qui demande de prendre le problème bien en amont, de travailler avec les producteurs locaux. Oui. Qui sont en coopérative, en groupement, pour vraiment savoir quels sont les produits qui peuvent être disponibles localement pour être intégrés dans une cantine scolaire. Dernière chose, on l'a dit, vous êtes représentant donc, du groupe de travail Cantine Bio pour la sauce Régal. Ce travail, actuellement, il en est où? Est-ce qu'il y a des discussions avec les élus guyancourtois, notamment? Où en est ce travail aujourd'hui? Alors, pour l'instant, on n'a pas commencé notre discussion avec les élus. Pour l'instant, ce qu'on cherche à faire, c'est mobiliser les parents d'élèves massivement pour vérifier que l'intérêt sur ce sujet est bien là. Donc on commence par cette réunion mercredi. On compte ensuite organiser une pétition à destination des élus de Guyancourt. On se fixe un objectif d'atteindre 500 signatures de parents sur cette pétition pour pouvoir montrer que c'est vraiment quelque chose qui intéresse tous les parents d'élèves et pas seulement notre association. Et on va continuer la sensibilisation des parents par la projection d'un film que nous espérons faire au mois de juin, Zéro Phyto 100% bio, qui présente notamment beaucoup d'initiatives de communes qui ont introduit du bio dans les cantines. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on espère pouvoir mettre tout le monde autour d'une table pour discuter ce qu'on peut faire réellement à Guyancourt. Merci David Landès d'avoir été avec nous, membre de la sauce Régal. Et vous êtes donc représentant du groupe de travail Cantine Bio au sein de cette sauce Régal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le sport, c'est l'une des courses les plus compliquées à terminer en Ile-de-France. L'Éco-Trail de Paris s'était lancé ce samedi depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme 80 km sur des sentiers verts en passant par Guyancourt, Buc et Vélizy. Le final au premier étage de la Tour Eiffel, Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Un record de participants pour cet Éco-Trail 2018. Ils étaient plus de 2500 courageux à s'être inscrits au départ du 80 km depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Objectif, rejoindre le premier étage de la Tour Eiffel. C'est sympa, c'est une bonne ambiance. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est entre locaux, mais c'est le plus collectif des sports individuels que je connais. On fait un bout de route avec quelqu'un, on le lâche, on recourt avec quelqu'un d'autre, c'est sympa comme tout. Des participants qui ont dû faire face à des températures glaciales proches des 0 degrés. Pour combattre ces conditions climatiques, chaque trailer a sa technique. Au mental, avec un bon petit coup de vent et puis se réchauffer entre coureurs. Le froid et du coup l'alimentation aussi. S'alimenter, s'hydrater régulièrement pour ne pas avoir coup de mousse sur la fin. Autre difficulté, un terrain très gras dès les premiers mètres sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a fait des zones qui sont assez inondées, justement, avec beaucoup de flaques d'eau. Et là, ça va être un peu compliqué sur certains passages. Des conditions compliquées qui n'ont pas refroidi le vainqueur de l'épreuve, Emmanuel Messat. Ce sportif de l'extrême a bouclé les 80 km en 6h59 secondes. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. C'est la première étape de ce chantier de restauration. La chapelle royale du château de Versailles s'offre un lifting. Et ce lundi matin, 3 statues de la toiture de l'édifice ont été enlevées à l'aide d'une grue de 70 mètres de haut. Une opération pour permettre la remise en état de cet ensemble. Les détails de Nicolas Dandry. La statue d'un angelot dans le ciel hivernal de Versailles, une sculpture déplacée du sommet de la chapelle royale du château. Une opération à l'aide d'une grue de 70 mètres de haut dans le cadre de la restauration de ce bâtiment historique. Un chantier lancé il y a un peu plus de 6 mois. C'est un moment très émouvant parce que c'est d'abord très délicat comme opération et puis ces groupes vont partir en restauration. Pour le reste, tout ce qui reste sur place, qui va être traité, c'est la maçonnerie, la pierre de taille, les sculptures, les vitraux. Les vitraux vont être déposés également, les ossatures métalliques, la charpente et la couverture. Au total, 3 statues ont été descendues. Elles forment la sculpture appelée 3 enfants autour d'un palmier, une œuvre de Guillaume Coustou et Pierre Lepôtre réalisée au début du XVIIIe siècle qui va connaître un lifting d'1 an dans un atelier.
Une restauration en 2 temps. Premièrement, restauration des armatures internes, justement, avec remplacement de ces armatures trop altérées, puisqu'on est en présence de statues en plomb qui sont creuses. Donc pour pouvoir les maintenir en place, il faut qu'il y ait des structures internes métalliques. Donc nous allons restaurer ces structures internes ou les remplacer le cas échéant. Et ensuite, restauration de l'épiderme, du plomb. Le chantier de la Chapelle Royale ne fait que commencer. Coût global de cette restauration, 16 millions d'euros financés par des mécènes. Les travaux devraient être finalisés d'ici 3 ans. Ce week-end, c'était la Saint-Patrick, l'occasion pour faire la fête, comme à Elancourt. Vous allez le voir sur ces images. Le club des Shocks organisait un disco roller très irlandais. Donc, beaucoup de personnes avaient respecté le thème du verre. Une soirée pour patiner en musique. Et des animations courses et danses étaient également proposées. Je vous propose d'écouter justement ces réactions au micro de Nicolas Dandry. Il n'y a pas beaucoup d'animations de ce type, de choses de ce type. Autour pour les gens qui veulent patiner, surtout à cette période de l'année. Et donc ça permet aux gens de venir patiner dans un endroit qui est fermé et qui est sécurisé. C'est familial, ça permet à tout le monde de se retrouver, c'est sympathique. J'ai des origines bretonnes, donc toutes les traditions celtes et autres, j'aime bien. Donc la Saint-Patrick, c'est tous les ans, quoi, c'est obligé. Et puis avant de se quitter, l'alerte orange neige verglas levée dans les Yvelines depuis 10h ce matin. Et pas de neige attendue pour le reste de la semaine. Les températures seront tout de même fraîches demain mardi pour le premier jour du printemps. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.